dire comme quelqu'un le fait, oh non, mais c'est des crimes individuels, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité au plus, il n'y a pas l'intention destructive, c'est vraiment on faillit de, comme on dit les Anglais, les anglophones, we miss the forest for the trees. Alors, en général, je me suis dite dès le début de mon mandat très disponible au dialogue avec toute partie prenante, et aussi disons, les communautés palestiniennes et juives dans le monde, parce que tout le monde est interpellé par ce qui se passe. Et comme je ne peux pas me rendre dans le territoire palestinien occupé, j'ai décidé d'utiliser ce temps pour me rendre là, dans les pays où il y avait plus de besoins selon la demande. Il y a en fait des groupes juifs, palestiniens et d'autres qui m'ont invité depuis longtemps. Ça fait déjà une année, plus qu'une année qu'on parle de cette visite. L'année dernière, ce n'était pas possible. Cette année, j'ai saisi l'occasion. Et, et je pense que le temps, c'est rend encore plus, disons, la nécessité, le désastre qui est en cours à Gaza, rend la réflexion dans un pays comme le Canada encore plus importante que l'année passée, parce qu'on voit les dégâts faits par l'impunité, que même le Canada contribue à soutenir envers l'État d'Israël. Et voilà pourquoi je rencontre tant de monde. Je vais où ils m'invitent. Je me suis rendue tout d'abord auprès des universités, parce que soit des membres de l'académie, soit des étudiants avaient besoin de m'entendre, m'ont invité, et aussi les médias. Je me suis rendue disponible à rencontrer toute voix intéressée. Voilà. Disons, je ne trouvais pas beaucoup de réponses par le milieu institutionnel. C'est décevant, mais c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a, c'est-à-dire l'Occident refuse de prendre conscience de ce qui se passe. Et une voix comme la mienne aujourd'hui est perturbante, parce que la vérité est un acte révolutionnaire. N'importe qui s'en fait porteur ou porteuse. Oui, en fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. J'étais obligée, j'étais forcée à faire, vraiment une relation factuelle et aussi accompagnée par une analyse légale sur ce qui se passe en Palestine depuis 12 mois. On ne peut pas l'appeler d'autre façon qu'un génocide. Si on échoue aujourd'hui de voir ce qui se passe envers les Palestiniens, chez les Palestiniens, comme un génocide, ça veut dire qu'on n'a pas compris c'est quoi un génocide. Parce qu'un génocide, c'est la destruction d'un groupe racial, ethnique, national, religieux, un groupe en tant que tel, à travers des actes de destruction. Ce n'est pas seulement que Gaza a été détruite, déjà, c'est déjà passé, on ne peut plus rien prévenir, on peut prévenir la continuation des actes génocidaires. Et on doit prévenir l'expansion du génocide à d'autres parties du territoire palestinien occupé, à d'autres parties du peuple palestinien. Mais c'est déjà passé et on ne peut pas échouer à un cœur dans l'identification de ça, parce qu'il y a une détermination dite et mise en place, mise en œuvre de destruction délibérée, intentionnelle du peuple palestinien à Gaza. Ce qui constitue
un génocide selon le droit international, et c'est clair que c'est un crime insidieux, difficile à prouver, mais aussi difficile à commettre. On devrait avoir tous des mécanismes d'alerte, d'alarme, de veille et pouvoir le prévenir. Et le génocide est défini par l'article 2 de la Convention sur la prévention et la punition du crime du génocide. Et il s'agit d'une série d'un des actes, comme d'actes de tuerie des membres du groupe identifiés, ou d'infliction de souffrance psychique ou physique à membres du groupe, ou de la création de conditions de vie qui mènent à la destruction du groupe. Et d'autres actes, mais ce sont ceux-là que j'ai identifiés, par exemple, avoir été commis à Gaza, déjà le mois de mars. Et vous voyez, l'élément incontournable du génocide, c'est l'intention, la mens rea, qui n'est pas un motif, parce que c'est ce que j'ai entendu dire les Israéliens, mais ils ne voulaient pas détruire Gaza, ils voulaient capturer ou détruire le Hamas. Et ce qui s'est passé, ce sont des dégâts collatéraux. Et bon, si on a tué des Palestiniens, c'est parce qu'ils étaient des boucliers humains. Mais je pense que la faute, c'est de confondre les motifs avec l'intention. On peut avoir plusieurs motifs, un milliard de motifs. Rester au pouvoir, libérer les otages. Le moment où on détermine l'action qui est destructrice en prenant en considération les résultats, on est déjà dans un chemin génocidaire. On est responsable pour génocide, pour des actes et des omissions. Et là, ce n'est pas seulement des actes du gouvernement. Le mois de janvier cette année, la Cour de justice internationale a ordonné à Israël d'investiguer et de punir des actes d'incitation au génocide. Rien ne s'est passé. C'était où le Parlement? Tandis que des actes meurtrières, d'infliction de souffrance psychique et physique, des actes de torture, des actes de destruction totale se passaient, étaient invoqués par les leaders politiques, militaires et religieux. Rien n'a fonctionné, mais en fait, ce n'est pas que rien n'a fonctionné dans un état de droit où il y avait tous les systèmes, checks and balances, pour arrêter le génocide. Tout le système a soutenu, en fait, cet acte destructeur. Et Gaza a été détruite. On ne peut pas dire qu'on ne le voulait pas, on savait qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils le savaient très bien, mais ils ont même dit pourquoi reprendre la terre. Et en fait, ils l'ont dit, ils sont en train de le faire, tandis que et on a même des experts légaux en Occident qui se cassent la tête en fait sur ce qui constitue le génocide. Mais si vraiment là, c'est pour ça que je dis c'est un génocide de type colonial, parce qu'en fait on tue les gens, on détruit un peuple pour leur soustraire la terre. Ça a été toujours le but, et le 7 octobre a fourni à l'État d'Israël l'opportunité de le faire, en exploitant aussi la rage, le trauma des Israéliens, évidemment. Et voilà, on doit regarder la totalité des actes contre la totalité des gens dans la totalité du territoire. C'est pour ça les actes de torture qui ont intéressé des milliers de Palestiniens. On ne parle pas de 1 ou 2, 10, des milliers, inclus des enfants. La barbarie enchaînée envers les Palestiniens, tout est documenté par les soldats eux-mêmes. On doit vraiment avoir honte de ne pas avoir arrêté tout ça. Et dire, comme quelqu'un le fait, oh non, mais c'est des crimes individuels, des crimes de guerre ou des crimes
contre l'humanité au plus. Il n'y a pas l'intention destructive, c'est vraiment on faillit de, comme on dit les Anglais, les anglophones, we miss the forest for the trees. Il y a une barrière idéologique envers la compréhension de ce génocide. Parce que au-delà de toute l'impunité qui a été garantie à Israël, parce que, soyons franches, si on voulait appliquer le droit international, on a eu presque 60 ans pour le faire. Ça fait 57 ans qu'Israël bâtit des colonies qui sont des crimes de guerre en tant que tels dans le territoire palestinien occupé, même des Israéliens. Il y a 65, même des Israéliens, il y a 55 ans, on le disait, ça va être de l'annexion, ça va être des crimes de guerre. Et petit à petit, ça a été tellement normalisé, pas seulement par des gouvernements israéliens, mais aussi la communauté internationale, y inclut le Canada. Personne n'est intervenu pour protéger les Palestiniens là où il était, là dans le peu qui restait de leur terre. Et aujourd'hui, bien sûr, on a du mal à dire qu'Israël commet un acte de génocide. Comment c'est possible que l'État qui ressort d'un génocide, le génocide que les Européens ont infligé au peuple juif et à d'autres minorités en Europe, puisse commettre un génocide? Comment c'est possible que l'État qui on a aidé à mettre en pied comme forme de réparation au peuple juif se ressout dans ça, dans un génocide? C'est ça, je pense aussi, ce qui crée un peu d'embarrassement et de malaise dans la prise de conscience et devant les faits. Hmm. Euh, hmm. Je comprends pourquoi c'est bien d'avoir une excuse pour ne pas me rencontrer, parce que ça va être embarrassant, parce que vous avez des gens très compétents, objectivement, au pouvoir. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'Israël est en train de faire, mais ils ne veulent pas être confrontés avec la réalité, parce que admettre que ce qui se passe est inacceptable et monstrueux, ça signifie devoir prendre des mesures pour l'arrêter. Et évidemment, ce gouvernement n'est pas prêt, tout simplement, comme d'autres pays occidentaux, évidemment. Je pense que le Canada, comme tout pays qui a un passé colonial, a une obligation en plus envers le peuple palestinien. Parce que, différemment que les États-Unis, le Canada est rentré dans un processus de révision du passé, de reconnaissance de ce qu'on a fait aux peuples autochtones. Mais si ça c'est un acte sincère, on doit aussi aider les autres pays qui sont à risque, dont l'existence est mise en péril par des atteintes coloniales, par des attaques coloniales, à se protéger. Il y a une décision de la Cour de justice internationale du mois de juin de cette année qui reconnaît l'illégalité totale de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et qui a ordonné à Israël de démanteler totalement et sans condition son occupation militaire, les colonies, d'arrêter toute exploitation des ressources palestiniennes, d'offrir des réparations
au peuple palestinien et de faciliter le retour des réfugiés, en fait. Et face à cela, qu'est-ce qu'est en train de faire le Canada? Parce que le Canada a des obligations légales. Ce n'est pas que je demande un acte de solidarité ou de charité, c'est des obligations établies par le droit international. Le Canada ne doit pas aider de aucune manière l'illégalité de l'occupation. Quelles sont les intentions du gouvernement canadien vis-à-vis de l'accord de libre-échange avec Israël? Comment c'est possible que pendant des années, le Canada a permis aux produits des colonies israéliennes de rentrer dans ce pays, quand ils se ressortaient d'un crime, comme un crime de guerre? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On doit tout revoir, les relations politiques, diplomatiques, économiques, militaires, stratégiques avec l'État d'Israël. Sinon, on risque d'être complice avec un régime qui commet des atrocités. Et c'est intéressant parce que le Canada, je comprends, il s'est déjà trouvé dans une situation où a dû prendre des décisions importantes. Pas seulement du point de vue politique, mais éthique, quand il s'agissait de prendre des mesures contre l'Afrique du Sud, le Canada ne s'est pas retiré. C'est du Québec qui, je comprends, l'opposition à l'apartheid de l'Afrique du Sud a démarré. Quand il s'agissait de se désengager de ce que les États-Unis ont fait en Irak, le Canada n'a pas eu des craintes, n'a pas été timide. Et même quand il s'est avéré de prendre des mesures diplomatiques contre un pays comme l'Inde, qui clairement menait des activités qui allaient au-delà de ce qui est permis et légal dans ce pays. C'est-à-dire, c'est une question d'être cohérent et conforme à l'application du droit international sans discrimination. Et j'insiste, dans un pays qui a un passé colonial, ça c'est une responsabilité encore plus aiguë que dans d'autres pays. C'était une année très grave, sûrement pour les Palestiniens, aussi pour les Israéliens. Il y a eu de la souffrance énorme. Mais la raison pour laquelle je recommandais de revoir l'appartenance ou l'acceptation d'Israël parmi les États membres des Nations Unies, c'est à la lumière de ce qu'Israël a fait cette année contre les Nations Unies. L'armée israélienne a frappé le 70% de l'infrastructure des Nations Unies, de l'UNRWA, à Gaza, en attaquant des écoles, des cliniques, des centres de distribution, même quand ils abritaient des réfugiés. Israël a frappé des convois qui amenaient l'aide humanitaire et a empêché aux Nations Unies de fournir de l'aide. Israël a tué 237 membres de l'Organisation des Nations Unies seulement à Gaza. Au dehors de Gaza, au Liban, Israël a attaqué militairement la force de peacekeeping. Israël a déclaré le secrétaire général des Nations Unies persona non grata. Israël a diffamé, insulté, vilifié toute organisation, toute institution, tout fonctionnaire des Nations Unies qui a osé critiquer les actions menées par l'État, par l'armée israélienne cette année. On ne peut pas tolérer tout ça. Si on n'arrive pas à dire ça suffit, on crée le précédent pour manquer de respect et se désengager
et mener des affronts pareils envers les Nations Unies, prêtes à être utilisées par tout autre État. Pourquoi les autres États devraient respecter les Nations Unies s'il n'y a jamais de conséquences quand on viole les principes de base? Mais bien sûr, ils sont en train de perdre leur autorité. Il devient de moins en moins pertinent dans la vie des gens qui ont toujours regardé les Nations Unies comme le moyen, l'institution, les mécanismes pour garder la paix. Aujourd'hui, d'un côté, il y a les gens ordinaires comme nous qui se demandent qu'est-ce qu'on est des Nations Unies. Et les autres pays, les pays du sud du monde, qui disent mais est-ce que les Nations Unies fonctionnent seulement quand il s'agit de sanctionner nous, les pays du sud du monde? C'est très dangereux ce qui se passe et le risque, c'est qu'en fait, cette érosion du droit international nous affaiblit tous et toutes. Parce que dans un monde où might makes right, on n'a plus la possibilité de mettre des limites à la force du pouvoir. On est dans un système qui est sans loi. En fait, c'est ça. On ne peut pas continuer dans cette façon-là sans détruire le système. On doit être conscient de ça. Et ce n'est pas la première fois que des organisations internationales s'échouent pour le manque de force politique de faire la bonne chose, de faire le bon choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de revenir aux principes et aux valeurs fondants du droit international, à la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix et de la stabilité à travers la force du droit, le droit qui s'applique de manière universelle et sans discrimination à tous et toutes, aux forts et aux faibles, aux riches et aux pauvres. Et on n'est plus là. Peut-être on n'y a jamais été, mais maintenant on est vraiment loin.